Bonjour, bienvenue dans la deuxième section du cours numéro 5. Dans la première section, on a mis la table pour le JavaScript, on a expliqué son rôle, on a aussi donné un exemple avec Amazon, on a parlé de l'emplacement où on va écrire notre code de JavaScript et finalement, on a introduit la console. Maintenant, ce qu'on va faire, on va regarder ensemble les variables et les différents types de données, ou du moins on va présenter 4 types de données et on verra au cours 6 d'autres types de données. On va commencer avec une certaine base et selon moi, qui est la section qu'on va présenter à l'instant, la section 2.2 du cours 5, c'est une des sections les plus importantes pour l'ensemble de la session, okay? Parce que ça met la table pour ce qui s'en vient, pour les concepts plus avancés et tout ce qui est variable et type de données, c'est très similaire d'un point de vue conceptuel d'un langage à l'autre. Ce que je vais faire, avant même qu'on se lance dans le code, j'ai ouvert ici Nordface, l'application web Nordface. J'ai été chercher la veste Resolve 2 pour ROM et dans une deuxième fenêtre, je l'ai ajoutée au panier. Et ce que je vais vous montrer ici, c'est pourquoi est-ce qu'on veut s'intéresser à différents types de données. Qu'est-ce que ça veut dire d'un point de vue un peu plus conceptuel? Premier type de données qu'on va présenter tantôt avec du code, c'est ce qui s'appelle des chaînes de caractères. Donc, on a des caractères en chaîne, c'est plus ou moins du texte. Okay? Le terme en anglais pour ça, on appelle ça des strings. Et les chaînes de caractères sont partout dans une application web. Vous voyez le menu en haut, okay? FR, adhérer à VIP, carte cadeau, le menu ici, le nom ou le titre de l'item. Okay? Le texte est partout dans une application web. Alors, je pense que ce n'est pas très difficile de justifier pourquoi c'est important d'être apte à manipuler des chaînes de caractères. Et quand on veut dire manipuler, ce n'est pas seulement de les afficher. On pourrait dire qu'on veut prendre du texte et le mettre en majuscule, comme c'est le cas ici. Donc, il y aurait des actions qu'on pourrait prendre sur des chaînes de caractères pour dire, peu importe que le texte original soit minuscule ou majuscule ou une combinaison des deux, on veut que le résultat final soit tout en majuscule. Donc, on veut manipuler ce type de données-là avec certaines intentions. Un autre exemple de manipulation de chaîne de caractères, ça serait de faire quelque chose qui s'appelle la concaténation. On va le montrer tantôt avec le code. C'est plus ou moins l'addition de morceaux de texte. Et ces différents morceaux-là qu'on va additionner ensemble peuvent être soit statiques ou variables, donc dynamiques. Ici, ce que je mets en surbrillance, je vais agrandir un peu, je vais zoomer. On a une partie qui est statique, qui est la couleur avec le trait. Et on a une partie qui est variable à la droite. Et dépendamment d'où on va cliquer, la partie variable va changer. Et quand je dis variable, c'est la même chose que dynamique dans ce contexte-ci. Vous voyez, OK, il y a une partie statique, une partie variable, et on les additionne ensemble, on fait la concaténation, et il pourrait avoir d'autres morceaux. On n'est pas limité à 2 morceaux. Je vais juste revenir à un zoom de 100%. Et c'est un deuxième exemple, que tantôt on avait mettre en majuscule. C'est un deuxième exemple de manipulation qu'on voudrait faire avec des chaînes de caractères. Et il y en a d'autres. On va en présenter d'autres tout à l'heure. Maintenant, deuxième type de données. Le premier type, c'était les chaînes de caractères, le texte. Deuxième type, les données numériques. Okay? Tout aussi importantes pour des applications de commerce électronique ou je dirais pour n'importe quelle application web. Si on vient dans le panier ici, j'ai mis 3 items à 119,99 pour un total de 359,97. On ne peut pas multiplier des chaînes de caractères, ou du moins ça n'a pas le même sens. Alors si on veut être en mesure de faire des opérations mathématiques, on doit être également en mesure d'utiliser des données numériques, qui est notre deuxième type. Ici, j'ai 3 vestes à un certain prix pour un total. Je les multiplie. Je peux également additionner. J'ai un sous-total. J'additionne un coût estimé de livraison pour le total de la commande. Alors là, c'est une addition. Je pourrais avoir une soustraction pour un rabais, une division, je pourrais avoir des opérateurs de comparaison. On va regarder ensemble tantôt plusieurs exemples de manipulation de ce type de données-là, mais il faut être confortable avec ce qui s'appelle les données numériques. Alors déjà là, posez-vous des questions quand vous voyez une application web. Est-ce que, je ne sais pas moi, ceci, c'est une chaîne de caractères ou est-ce que c'est un nombre, une valeur numérique? Et ce n'est pas parce qu'il y a un 2 que le 2 est automatiquement un nombre. Dans ce cas-ci,
Le 2 fait partie de la chaîne de caractères. On n'a pas besoin de traiter le 2 comme un nombre. On ne va pas le multiplier, l'additionner. On ne va pas s'en servir dans des opérations mathématiques. Par contre, ici, okay, c'est un peu plus subtil. Le 119,99 ou ,99 est une valeur numérique, même s'il y a un dollar après. Le dollar est ajouté pour formater, mais cette valeur-là doit être numérique pour qu'on puisse la multiplier et avoir un résultat final. Donc, il y a une opération mathématique. Ça, ce sont nos deux premiers types de données. Troisième type de données, les valeurs booléennes. Et les valeurs booléennes sont des valeurs qui sont soit vraies ou fausses. Si je vous pose une question, est-ce que vous êtes membre d'Amazon Prime? La réponse est soit oui, soit non. Il y a soit vrai, soit faux. Ça ne peut pas être à mi-chemin entre les deux. Et ça, c'est très, très utilisé en programmation, les valeurs booléennes, et particulièrement pour tout ce qui est condition et pour ce qui est la condition d'arrêt d'une boucle, qui est de la répétition. On verra ça avec les algorithmes, mais je vais vous donner un premier exemple ici. Il y a une condition derrière tout ça, là, mais ça prend une valeur booléenne qui est vraie ou fausse. Est-ce qu'il y a des stocks ou non pour une taille donnée? S'il y a des stocks, on va afficher une petite case sans barre oblique, sinon on va afficher un trait. Mais derrière cette condition-là qui nous permet de mettre une barre oblique ou pas, on a une valeur booléenne qui nous indique est-ce que oui ou non, est-ce que vrai ou faux, il reste des stocks pour une certaine taille. Donc ça, c'est notre troisième type de données. Je dirais que des 3 et aussi des 4, parce qu'on va parler des tableaux dans un instant, c'est le type de données qui cause le plus de problèmes parce que c'est un peu plus abstrait. On comprend moins facilement c'est quoi ou à quel endroit ça pourrait nous être utile. Ça prend un peu plus de temps là, pour devenir confortable, mais là, ça, c'était un exemple. Est-ce que oui ou non, est-ce que vrai ou faux, il reste des stocks pour une taille. Quatrième type de données, c'est le tableau. Tableau, OK, ça peut porter à confusion. Ça aussi, c'est le terme qu'on donne en JavaScript. Pour le cours, on pourrait utiliser un synonyme qui est la liste. On veut avoir plusieurs éléments de même nature regroupés ensemble dans un type de données qui est la liste ou le tableau. Et là, pour vous donner un exemple, on pourrait avoir une liste de couleurs. Alors, je pourrais créer une structure de données de type liste à l'intérieur de laquelle je vais regrouper toutes mes couleurs. Je pourrais maintenant créer une deuxième liste, un deuxième tableau, plusieurs éléments, dans lequel je vais mettre toutes mes tailles. Donc, ça va me permettre d'avoir éventuellement un algorithme, un algorithme avec lequel je pourrai parcourir tous les items de ce tableau-là, de cette liste-là, pour les afficher. Okay, ça aussi, le tableau, je dirais qu'avec les valeurs booléennes, c'est une autre structure de données ou un autre type de données qui est un peu plus difficile à saisir au début. C'est un type de données qu'on dit complexe par rapport à ce qui est chaîne de caractères numériques et booléens, qui sont des valeurs, des types de données qu'on appelle scalaires. Okay? Mais ça n'a pas d'importance à cette terminologie-là. Alors, je reviens, je fais une synthèse. Chaîne de caractères, valeurs numériques, valeurs booléennes et les tableaux qu'on peut aussi appeler des listes dans le cadre du cours. Quand vous allez manipuler de l'information, et c'est ça l'informatique. L'informatique, ça semble magique, mais c'est du traitement d'information. Quand on va manipuler de l'information, des données, posez-vous la question, qu'est-ce que je manipule en ce moment? Est-ce que je manipule du texte, nombre, booléen, tableau, ou autre chose comme on verra au cours 6? Okay, donc, c'était l'introduction. On va maintenant regarder le code. Faire quelques exemples de manipulation de ces données-là. On commence avec les nombres et les booléens. Des mots nombres et booléens. Je vais créer un fichier. Et là, j'assume que vous avez déjà écouté la capsule 2.1 qui donne du contexte sur le JavaScript. Index.html. Démo 2.1.1. Nombres et booléens. OK. On va mettre le meta tag. Le lien vers un fichier JavaScript que je vais créer dans un instant, app.js, la balise script qui est à la fin de mon body. Je vais venir ici créer app.js. Juste mettre un console.log, et là, c'est important d'avoir compris le rôle
de la commande console.log. Référez-vous à 2.1 s'il y a des questions. Je vais juste mettre un petit peu de contenu bidon pour faire un test. Et je vais charger mon fichier index.html. Gardez ça en tête. Si vous voulez exécuter le fichier app.js, vous devez l'exécuter en ouvrant index.html. De la même manière qu'on n'allait pas directement ouvrir un fichier style.css, on ouvre le fichier index.html qui, lui, va appeler le CSS et le JavaScript dans ce cas-ci. Je viens chercher index.html, j'ouvre ma console, bouton droit inspecter, je viens chercher ma console et je vois bel et bien ce que j'ai envoyé vers ma console à partir de mon fichier externe app.js. Je reviens ici. On va faire quelques exemples d'opérations qu'on souhaiterait faire sur des données numériques pour commencer. Après ça, on parlera des boolings. Console.log 10 plus 10. Alors, ce que je mets entre parenthèses, ici, c'est une opération mathématique sur des nombres. Okay? Même, je pourrais commencer plus simple. Je pourrais juste dire affiche la valeur numérique 10 dans la console. Si je viens ici, je rafraîchis, je vois 10. J'attire déjà votre attention sur quelque chose. Si c'est une valeur numérique, vous n'avez pas à mettre ce qui s'appelle des délimiteurs en anglais. C'est-à-dire que vous n'avez pas à mettre de guillemets. Si on voyait 10 avec des guillemets, on en reparlera en 2.2.3, ça ne serait plus une valeur numérique parce qu'on a utilisé les guillemets. Et les guillemets sont spécifiquement là pour indiquer que c'est une chaîne de caractères. Alors, quand vous voulez des nombres, vous devez les laisser sous ce format-ci, sans délimiteurs qui sont les guillemets simples ou doubles. Gardez ça en tête parce que plus tard, quand on va vouloir faire des choses comme 10 $, il faudra trouver une technique astucieuse. On ne pourra pas juste mettre le 10 $ comme ça, et si on met les guillemets, on ne sera plus avec des nombres. OK. Console log de 10, on a vu le 10. Mais je pourrais faire console log de 10 fois 1.15 pour avoir une approximation du total après les taxes. Sauvegarde, je rafraîchis mon fichier et je vois le résultat de mon opération mathématique dans la console. Ici, c'est une multiplication. Donc, je manipule des données de type numérique, un peu comme... j'ai fermé l'application NoteFace, mais comme on a vu pour le panier d'achat. Maintenant, je pourrais également dire que j'ajoute la livraison, qui est 10, c'est pas cher, mais disons que c'est un achat de 100 $. J'ajoute une livraison de 9,99 $ à mon prix. Sauvegarde, rafraîchis. Et là, des fois, vous allez voir des erreurs d'arrondi. Là, ça, c'est tout à fait normal avec des langages de programmation. C'est parce que les nombres décimaux ne sont pas parfaitement exacts. OK. Continue. Soustraction, je pourrais avoir un rabais 100 moins, je sais pas moi, 20 $. Sauvegarder. Et je vous laisse essayer avec la division. Ça prendrait le signe de division tout simplement, qui est la barre oblique. Maintenant, je vous dis à l'avance, si vous vous demandez pourquoi est-ce que je répète le 100 $ et je ne crée pas quelque chose pour contenir ce 100 $-là, votre intuition est bonne. On va parler de quelque chose qui s'appelle des variables tout à l'heure en 2.2.2. Mais là, on se contente des nombres et des valeurs booléennes. Deuxième type d'opération, qui est de manipulation qu'on voudrait faire sur des nombres, ça serait de les comparer entre eux. Et là, un exemple que je pourrais vous donner, c'est faire une comparaison entre un prix minimum pour avoir la livraison gratuite et le prix de votre commande. Donc, si votre commande est plus grande ou coûte plus cher que, je ne sais pas, 50 $, vous avez la livraison gratuite. Mais pour réussir à faire cette comparaison-là, ça nous prend des opérateurs de comparaison qui sont différents des opérateurs mathématiques, comme on a présenté dans les lignes 2 à 4. Et je vais vous montrer un premier opérateur de comparaison qui est le plus grand que. Est-ce que votre commande est plus grande que 50 $? Et là, ça ici, plus tard, ça ne serait pas écrit à la main, ça ne serait pas 100, ça serait le nom de la variable. Okay, on verra ça plus tard, on va une étape à la fois. Mais si je compare, est-ce que un total d'une commande est plus grand que 50? Voyons qu'est-ce que la console va nous dire pour ceci. Et la réponse est vrai. Et je vous donne un truc là en même temps, au fur et à mesure qu'on commence à programmer.
à la droite de chacune des lignes, vous retrouvez le fichier qui a généré ce résultat-là, ainsi que la ligne à laquelle votre commande était écrite. Alors, la ligne 6 de mon fichier app.js me dit true. La ligne 6, c'est cette ligne-ci. Et là, on voit true dans la console, et c'est une belle introduction aux valeurs booléennes dont on va parler dans un instant. Un deuxième opérateur, ça serait le plus petit que. Est-ce que, je ne sais pas moi, il reste moins de 5 items? Donc, je pourrais dire quantité item lorsqu'on aura appris les variables tout à l'heure, mais je pourrais dire, il me reste 7 items, mais rendu à 5 items, je veux une alerte comme quoi c'est low stock, okay? Il y a peu d'items en stock. Alors, je veux dire, est-ce que j'ai moins de 5 items? Okay? En dessous de 5 items, mais en excluant le 5, je vais vouloir avoir une alerte. Mais là, ici, 7 n'est pas plus petit que 5, alors je vais voir l'opposé de true, qui est false. Ce qu'on voit donc ici, c'est que les opérateurs de comparaison, leur résultat n'est plus un nombre. Tantôt, quand on faisait des opérations mathématiques, le résultat des opérations mathématiques était encore une valeur numérique. Par contre, nos opérateurs de comparaison, plus grand que, plus petit que, j'en vais en écrire d'autres ici, on pourrait avoir le plus grand ou égal, on pourrait avoir le plus petit ou égal, on pourrait avoir la comparaison d'égalité. J'en parlais dans un instant. Ces opérateurs-là, leur résultat sera une valeur booléenne, qui est un des types à part entière. On en reparlera ça aussi dans très peu de temps. Maintenant, si je veux comparer l'égalité entre deux nombres, et en fait entre deux valeurs en général, mais on va se servir des nombres ici pour le démontrer, je me sers du double signe d'égalité. Si dans vos lectures, vous avez vu le triple signe d'égalité, c'est très similaire, c'est juste plus strict parce que ça compare également le type de données. Et là, je ne vais pas entrer dans des détails techniques, mais sachez que pour le cours, le double signe d'égalité sera suffisant. Et par contre, chez Shopify, on fait tout avec un triple signe d'égalité. C'est une comparaison plus stricte. Mais comme je dis, je ne veux pas entrer dans ce qui s'appelle le typage. OK. Faisons une comparaison. Est-ce que 50 est égal à 50? Et là, c'est important, là. Quand vous allez comparer des valeurs entre elles, vous devez absolument utiliser le double signe d'égalité. On verra en 2.2.2 qu'un signe d'égalité simple veut dire autre chose. Ça veut dire qu'on assigne une valeur à une variable. Alors là, je compare. Est-ce que 50 est égal à 50? Oui, c'est vrai pour ma ligne 8. Par contre, est-ce que 50 est égal à 75? C'est faux pour ma ligne 8. Et là, je comprends qu'il y a sûrement des gens pour qui ça n'a pas de sens de dire pourquoi je fais une comparaison entre 50 et 75. Je le répète, on débute, je vous montre la comparaison, mais éventuellement, peut-être qu'on aura une variable ici qui est, je ne sais pas, le prix de quelque chose. Et ici, on voudra comparer ce prix-là avec une autre variable. Alors, on ne saura pas à l'avance c'est quoi la valeur de chacune des variables, mais on voudra les comparer ensemble pour voir si elles sont égales. Mais là, pour l'instant, je suis d'accord avec vous. Si on a deux valeurs qui sont écrites à la main comme ça, qu'on dit aussi hard-codé en anglais, ça n'a peut-être pas beaucoup de sens de faire ça. Mais là, je vais juste vous expliquer les opérateurs de comparaison. OK. Avant de continuer avec les booléens, tantôt, j'ai fait une petite manipulation. J'ai mis 2 barres obliques et j'ai mis du code à côté. J'ai mis du texte à côté, pardon. Les 2 barres obliques nous permettent d'écrire des commentaires. Et on a vu c'était quoi les commentaires dès le début de la session au cours 1 en HTML. Les commentaires sont du code qui sera ignoré au moment de l'exécution du programme. Okay? C'est là pour votre documentation, pour aider vos collègues, pour vous aider quand vous allez vous relire. Mais ce n'est pas lu, ce n'est pas exécuté par JavaScript ou par le navigateur ou peu importe. Okay? C'est juste là pour l'utilisateur. Pour le programmeur. Ici, je vais mettre un commentaire qui va dire opérateur de comparaison. Et en haut, je vais mettre opérateur mathématique. Maintenant, vous pouvez utiliser le même raccourci qu'en HTML pour mettre du code en commentaire. C'est le commande barre oblique
ou le CTRL// sur PC. Ça se peut que, dépendamment de votre clavier, ça soit commande E accent aigu plutôt que commande// ou CTRL E accent aigu. Essayez-le, pratiquez-vous. Maintenant, on a parlé des opérateurs mathématiques. C'est une manipulation qu'on veut faire sur nos données numériques et le résultat est également un nombre, pardon. On a parlé des opérateurs de comparaison. On peut prendre deux nombres ou on pourra même prendre d'autres choses que des nombres et on les compare entre eux. Surtout vrai là, pour la comparaison d'égalité. On pourrait comparer des chaînes de caractères pour voir si elles sont égales. Mais le résultat ici est un booléen. True, false, false. Parlons maintenant des booléens. Les booléens. Pour vous aider à comprendre qu'est-ce qui se passe, comment dire? Je pense que ce qu'on a tendance à penser, c'est que les booléens sont seulement le résultat de comparaison. Mais en réalité, les booléens sont un type de données à part entière. C'est-à-dire que je pourrais faire console.log de true. Je pourrais faire console.log de false. Et quand on parlera de variable plus tard, je pourrais assigner à une variable une valeur de vrai ou je pourrais assigner une valeur de fausse. Alors, les booléens ne sont pas seulement ce qui est retourné par la comparaison ou par d'autres tests, comme on verra avec les tableaux. Okay? On verra comment on peut tester si un tableau contient un élément spécifique. Les booléens sont une donnée au même titre qu'un nombre ou qu'une chaîne de caractères. On peut les stocker dans des variables, on peut les utiliser plus tard. Sauvegarde, je rafraîchis, et on voit true pour la ligne 13 et false pour la ligne 14. Alors, gardez ça en tête, là, les booléens, vous devez les comprendre, c'est un type de données et ça va vous aider à comprendre qu'est-ce qui se passe quand on fera les conditions. Ça vous aidera à comprendre pour les tests, les comparaisons. Je reviens à ma description, m'assurer qu'on a parlé de tout pour 2.2.1. Addition, multiplication, soustraction. Alors, les nombres décimaux. Ça, c'est important que les nombres décimaux, vous devez utiliser le point et non pas la virgule. La virgule ne fonctionnerait pas en programmation JavaScript, mais je pense que tous les langages que j'ai vus dans ma vie, c'est le cas. Les nombres décimaux utilisent le point. Le point-virgule à la fin de chacune des lignes, que vous le voyez, il est là, partout, partout. Lorsqu'on n'en aura pas besoin, comme avec les if, là, la ligne du if qui ouvre la condition et la ligne de fermeture avec l'accolade de fermeture, je vais le spécifier de manière explicite. Les opérateurs de comparaison, plus grand que, plus petit que, égale à. Il y en a d'autres, comme j'ai dit tantôt. Je vais mettre ici autre opérateur. Je vais vous donner des exemples. Il y aurait le plus petit ou égal à une valeur et il y aurait le plus grand ou égal à une valeur. Donc, non seulement on teste est-ce que c'est plus grand, mais ça peut être égal pour que le test soit vrai. OK, les booléens, on en a parlé. L'ordre de précédence, c'est comme en mathématiques, la multiplication et la division sont prioritaires par rapport à l'addition et la soustraction. Si vous souhaitez modifier cet ordre-là, vous devez utiliser les parenthèses. On ne fera pas des mathématiques très complexes dans le cours, mais ça peut être utile à savoir. Le commentaire, on en a parlé. Nettoyer la console, on ne fera pas vraiment ça, mais si vous en avez besoin, vous pouvez appuyer sur le petit X ici, ou pas le petit X, mais la petite barre dans le cercle, ou faire commande K ou CTRL K. Okay, mais le petit cercle avec la barre fonctionne très bien. OK, ça c'est pas nécessaire ici. Ça fait le tour pour 2.2.1 pour les nombres. On va maintenant passer aux variables. Je crée les fichiers. Je dirais que ce bloc-ci de théorie va être un peu plus long que ce qu'on fait d'habitude parce qu'on est vraiment en train de mettre les bases, non seulement du JavaScript, mais de la programmation en général. Index.html. Sauvegarder. App.js. Je viens ici, je vais aussi ouvrir ma description. Index.html, je mets le template de base. Démo 2.2.2, les variables. Je vais mettre mon meta tag, lier mon fichier JavaScript, app.js, faire un console.log juste pour un petit test. Hop. Charger mon fichier index.html dans le navigateur. J'ai utilisé un raccourci pour ouvrir ma commande. Commande Alt-J, ce serait CTRL Alt-J sur PC. Et
j'ai bel et bien mon résultat ici. Parlons des variables. Les variables, ce n'est pas un type de données en soi, c'est plutôt un conteneur, un espace dans la mémoire dans lequel on va mettre une valeur. Et dans une variable, on peut mettre n'importe quel type de données. C'est-à-dire qu'on peut mettre une chaîne de caractères, on peut mettre une valeur numérique, une valeur booléenne, un tableau. On pourrait mettre un objet dont on va parler au cours 6. Okay? Je dis cours 6, excusez-moi, on ne va pas en parler au cours 6, on va en parler au cours 8. Cours 8. L'objet ici. On pourrait mettre un tableau d'objets dont on parlera également au cours 8. Alors, la variable n'est pas un type de donnée, c'est juste un espace pour mettre une donnée à l'intérieur. Ce qui va vous aider grandement en programmation, surtout quand vous débutez, c'est de vous poser la question « Quel type de données est dans ma variable? » Okay? Il y a des langages comme le C++, comme le Java, qui vous forcent à penser à ça, parce qu'ils sont statiquement typés, ça s'appelle. Il faut que vous disiez à l'avance « Ma variable sera une chaîne de caractères. Ma variable sera un nombre. Ma variable sera tel autre type. » En JavaScript, les variables ne sont pas typées statiquement. Alors, vous n'avez pas à faire cette manipulation-là, ce qui rend ça plus simple de prime abord, mais en réalité, ça aide un peu moins quelqu'un qui débute à comprendre ce qui se passe derrière l'écran. Mais posez-vous la question, quand je définis ma variable, quand je lui donne une valeur, quel type de valeur je lui donne? C'est vraiment une réflexion importante. Alors, allons-y avec les variables. Pour définir cet espace-là dans la mémoire, ce contenant-là, prenez la métaphore que vous voulez, cette boîte-là dans laquelle vous allez stocker une valeur dans le but de la réutiliser plus tard, par l'étiquette qui est le nom de la variable, vous devez respecter une certaine syntaxe. Et ça, c'est spécifique au JavaScript, la syntaxe, mais l'idée de variable est commune à tous les langages de programmation. La syntaxe qu'on va présenter dans le cours va débuter avec le mot-clé var pour variable et dire qu'on définit une variable qui s'appelle ce que vous souhaitez. Et là, il y a certaines restrictions sur le nom des variables. Dans les articles partagés sur son cours, vous allez pouvoir mieux les comprendre. Mais pour le cours, pour rendre ça simple, débutez le nom de votre variable par une lettre. Pas par un chiffre, par une lettre, pas par un symbole, par une lettre. Et le reste du contenu, idéalement, essayez d'utiliser des lettres ou un mélange de lettres et de chiffres. Comme je pourrais avoir, on y reviendra à ma variable dans un instant, je pourrais avoir prix 1, prix 2, ça serait correct, ou je pourrais avoir prix A, prix B, okay. Ce que vous souhaitez. Maintenant, s'il y a plusieurs noms à l'intérieur de votre nom de variable, exemple ma variable, ou mon prix, ou prix chandail, ce qu'on fait fréquemment en JavaScript, c'est mettre une lettre majuscule pour indiquer le nouveau mot. Il ne faut surtout pas mettre d'espace, ça c'est pas correct, mais le standard en JavaScript, ça s'appelle camel case, c'est de mettre une lettre majuscule. Pour le cours, ce n'est pas obligatoire, vous devez juste donner un nom qui est correct, qui est légal, je peux dire, mais vous n'êtes pas obligé de respecter les meilleures pratiques en termes de camel case, snake case ou autre chose. Alors, je le répète, on débute avec le mot-clé var, ça indique qu'on vient définir un nouvel espace dans la mémoire. On continue avec le nom qu'on veut donner à la variable et on va lui assigner une valeur de départ. Là, je vais me poser la question, qu'est-ce que je veux mettre comme type de données à l'intérieur de ma variable? Et pour l'instant, on a vu deux types. On a vu les nombres et on a vu les booléens. Je vais donner une valeur de 50. Je vais mettre un point-virgule. Et laissez-moi changer ici ma variable, je vais plutôt l'appeler prix. Ce que je viens de dire, je crée un nouvel espace dans la mémoire. Je lui donne une étiquette pour être en mesure de récupérer le contenu de ce contenant-là plus tard. Je donne l'étiquette prix et je viens assigner une certaine valeur. Quel type de données est-ce que c'est? C'est une valeur numérique et c'est 50 précisément. Et je termine ma ligne par un point-virgule. Maintenant que je vais tout expliquer ça, une bonne manière de lire une ligne d'assignation, c'est de lire de droite à gauche. Pourquoi? Parce que le signe d'égalité ici
peut porter à confusion, particulièrement quand on débute en programmation. On se dit, ah, ce qui est à gauche est égal à ce qui est à droite. Ça, c'est pas la bonne façon de le lire. En fait, on a vu tantôt en 2.2.1 que si on veut comparer ce qui est à gauche avec ce qui est à droite, on va utiliser le double signe d'égalité. Ici, ce signe simple d'égalité est une assignation. C'est pour ça qu'on va partir de la droite. Reprenons la ligne. Ma valeur numérique 50 sera assignée à une étiquette de variable prix. Et étant donné que c'est la première fois que je définis l'espace dans la mémoire, je mets le mot-clé var. Et quand je vais réutiliser la variable plus tard, je n'aurai pas à écrire var à chaque fois. Beaucoup d'informations, on va se pratiquer. Ok, j'ai voulu vous en donner beaucoup pour débuter. Allons-y. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire avec cette étiquette-là de variable? Je peux l'utiliser de manière simple. Je peux dire affiche dans ma console le contenu de ma variable prix. Sauvegarde. Je vais rafraîchir et je vois bel et bien 50. OK. Qu'est-ce que je peux faire d'autre avec ma variable prix? Ma variable prix, j'ai dit tantôt, je vais me poser des questions par rapport à son type. C'est un nombre. Bon, je pourrais additionner une autre valeur numérique pour voir le résultat. Prix plus 25. Parfait. Alors, je prends prix, j'additionne 25 et le résultat, parce que ça donne un résultat, c'est une opération mathématique, le résultat, je vais l'afficher dans la console. Sauvegarde, je rafraîchis et je vois 75. Parfait. Si je venais changer le 50%, ici maintenant, je devrais voir 125. C'est bel et bien le cas. Excellent. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Je peux aller écraser, modifier, remplacer ce qui est dans ma boîte, qui est le contenu de ma variable, en utilisant une fois de plus l'assignation. Je pourrais dire maintenant le prix n'est plus de 100 $. Le prix, je vais lui assigner une nouvelle valeur de 80 $. Je ne sais pas, il y a un rabais, peu importe. Ici, je ne précède pas prix de var parce que l'espace dans la mémoire a déjà été réservé. Alors, prix est déjà existant dans ma mémoire. J'ai tout simplement réutilisé mon étiquette de variable et j'assigne une nouvelle valeur, 80. Si bien qu'ici, console.log de 80 plus 25, ça me donnera 105. Sauvegarde, je rafraîchis, 105. Tout est beau. OK, on continue avec ça. Si j'affiche à nouveau prix, ici, je pense qu'une question qui est importante de se poser à ce point-ci, c'est est-ce que je vais voir 80 ou est-ce que je vais voir 105? Et prenez un instant, mettez la capsule sur pause si vous le souhaitez et posez-vous la question. Pourquoi est-ce que je verrais 80 ou 105? Bon, j'espère que vous avez eu la chance d'y réfléchir. Je vais rafraîchir la page et la réponse est qu'on va voir 80. Et ça peut être tentant de dire, oui, mais j'ai pris prix, j'ai additionné 25. C'est vrai. Mais pour remplacer ce qui est dans l'espace mémoire, dans la boîte, on a dit que ça nous prend le signe d'assignation. On doit assigner une nouvelle valeur à l'espace. Alors, si je veux additionner 25 à prix et mettre ça dans mon espace mémoire, je dois faire une opération qui semble un peu délicate, mais une fois qu'on la lit, elle a beaucoup de sens parce que ce n'est pas un signe d'égalité. Je ne suis pas en train de comparer c'est à gauche avec c'est à droite. Je suis en train d'assigner une nouvelle valeur et je lis de droite à gauche. OK? On aurait pu même mettre un autre symbole. On aurait pu dire je veux prendre ce qui est ici et je veux l'envoyer dans le prix. Peut-être que ça serait plus clair si les langages de programmation utilisaient ce symbole-là, mais malheureusement ou heureusement, c'est juste égal. Ce que je veux dire ici, c'est que je prends prix, j'additionne 25. On a dit qu'on commence par la droite. Je prends prix, j'additionne 25. Alors, 80 plus 25, ça va me donner 105. Ça, c'est un résultat d'une opération mathématique.
et je l'assigne à ce qui est dans mon contenant prix, à ma variable prix. Ici, j'enlève mon plus 25 parce que je l'ai fait avant. Et si j'affiche prix et prix une deuxième fois, je devrais maintenant voir 105 pour les deux lignes. Parce que ma valeur de 105 a été assignée avec le signe d'égalité, le symbole qui représente l'assignation, à ma variable prix. Sauvegarde, je rafraîchis et je vois bel et bien 105 pour la ligne 7 et 105 pour la ligne 9. Et ça, je dirais que c'est ce qui est le plus important, du moins pour l'instant avec les variables, c'est de bien comprendre le mécanisme de définition d'une nouvelle variable, donc la création de l'espace mémoire, et surtout de l'assignation. Vous devez devenir très confortable avec ce signe-là, un seul signe d'égalité qui est l'assignation. Je prends ce qui est à droite, peu importe c'est quoi, je pourrais dire prix plus 25, pas de problème. C'est tout à fait légal comme syntaxe en programmation. Je prends ce qui est à droite, donc 80 plus 80 plus 80 donne 240. J'ajoute 25, 265. Et là, maintenant, j'ai assigné 265 à ma variable prix. C'est ce que je devrais voir pour mes deux lignes. 265, 265. Continuons avec les variables. Il y a peut-être 2-3 autres choses à dire. La première, c'est que dans le cadre du cours, nous utiliserons toujours le mot-clé var. Depuis un nouveau standard, qui est le standard qui s'appelle ES6, il y a d'autres mots-clés, les mots-clés let et const pour constante, qui ont une certaine signification et qui sont très, très utiles. Par contre, pour le cours, je ne veux pas entrer dans ce qui s'appelle la portée des variables. C'est un thème un peu plus avancé. Alors, on va se contenter de toujours définir l'espace mémoire avec le mot-clé var. Autre chose que je veux vous dire, en fait, je vais vous donner un autre exemple. Plutôt que de mettre une valeur numérique dans une variable, je pourrais mettre une valeur booléenne. Et là, ici, ça n'a pas beaucoup de sens de faire ça parce que on ne va pas réutiliser la valeur booléenne ailleurs, mais je pourrais dire var est en stock. Et là, c'est une démonstration de ce que je disais tantôt, l'écriture avec camel case. Alors, on commence avec une lettre minuscule, mais à chaque nouveau mot, étant donné qu'on n'a pas le droit de mettre des espaces, on écrit simplement une majuscule. Et là, est-ce que c'est en stock? Pensez au manteau de tantôt. Je pourrais mettre true ou je pourrais mettre false. False. Je vais mettre false et je vais faire un console.log de est en stock. Regardons qu'est-ce qu'on a pour la ligne 14. On a false. Alors, je peux stocker dans ma variable le type de données que je souhaite. Numérique, booléen, et on verra les chaînes de caractères, on verra les tableaux. Et on a dit qu'au cours 8, on verra les objets et les tableaux d'objets. Il y aurait d'autres choses qu'on pourrait stocker. On pourrait stocker des fonctions, on pourrait stocker peu importe le type de données. Okay, mais posez-vous toujours la question, quel type de données est-ce que j'ai dans ma variable? Parce qu'ensuite, ça va dicter ce que vous pouvez faire avec. Et ça, c'est, je pense, ce qui est le plus difficile à saisir au début. C'est que partout où vous pouvez utiliser des nombres, exemple, quand on va parler des tableaux, et là, je vous en parle, c'est difficile à comprendre en ce moment, là, mais quand on va parler des tableaux, les index sont numériques. Si je veux accéder à la valeur en troisième position, j'utilise un index qui est numérique pour indiquer la troisième position. Bon, mais au lieu d'utiliser une valeur qui est un nombre écrit hard-codé à la main, je peux me servir d'une valeur qui est dans une variable. Alors, partout où on a besoin d'une valeur numérique, on peut utiliser une variable qui contient une valeur numérique. Partout où j'aurais besoin d'une chaîne de caractères, je peux me servir soit d'une chaîne de caractères définie manuellement ou une variable qui contient une chaîne de caractères. Alors, en réfléchissant sous l'angle des types de données, vous allez être en mesure de mieux comprendre comment utiliser vos données dans votre code. OK. Venons ici. Bon, je n'ai pas utilisé A, j'ai 42, j'ai pris prix, mais ça revient au même. Tous les éléments de la ligne, je pense qu'on les a expliqués en détail. Signe d'égalité, un symbole d'assignation. Utiliser la variable, on a vu plusieurs exemples. Une addition, on a vu des exemples. Afficher sa valeur. Quoi faire pour modifier la valeur? Je vous ai montré ici l'assignation où on réutilise la variable pour ensuite l'assigner à elle-même. On a vu ça ici.
Et là, ça, on en a parlé en détail. OK. Je pense que ça fait le tour. Juste vous dire, quand vous utilisez une variable en quelque part, vous devez l'avoir définie avant. C'est pas comme en mathématiques où vous pouvez utiliser des variables qui n'ont pas encore de valeur. Dire, je sais pas moi, y est égal à 2x, et là, on trace un graphique où y est égal à 2x, et les valeurs sont définies en traçant le graphique. Tu ne peux pas faire ça en programmation. Alors, partout où vous avez une variable, vous devez avoir défini une valeur avant. OK, ça fait le tour pour 2.2.2. On va passer à 2.2.3. Les chaînes de caractères. Index.html, app.js. Comme d'habitude, template de base. Démo 2.2.3. Chaîne de caractères. Ici, le meta tag. On va lier le fichier. Oups, pardon. Source est égal à app.js. Le fichier JavaScript. Mettre un petit console.log juste avec du test. Sauvegarder, charger ici, dans le navigateur. Ouvrir ma console. Je vois bel et bien ce que j'ai mis à la ligne 1. C'est beau. On va le supprimer. Et là, on va se servir des variables pour expliquer les chaînes de caractères. OK, mais juste avant de faire ça, je vais faire un premier console.log. Et gardez en tête, là, on fait des console.log parce qu'on n'a pas encore vu comment travailler avec la page directement, avec le DOM. C'est le meilleur mécanisme, la meilleure technique qu'on connaît jusqu'à date pour voir qu'est-ce qui se passe dans notre code. Mais éventuellement, là, les chaînes de caractères, les booléens, les nombres, les tableaux, les objets, les tableaux d'objets vont nous servir à rendre notre page interactive, pas juste à faire des console.log. OK, console.log. Si je veux écrire bonjour groupe, comme je l'ai fait avec les nombres, tantôt j'ai mis 10 directement dans ma console. Si je mets bonjour groupe, regardez qu'est-ce que je vais avoir ici. Je vais avoir une erreur. Parce que mes chaînes de caractères doivent être définies avec quelque chose qui va indiquer à Chrome, à peu importe quoi, à Mozilla, à votre navigateur, ou à l'engine qui va lire le code. On doit indiquer que c'est une chaîne de caractères avec un certain symbole. Okay? C'est pas magique sinon. Et ce symbole-là, c'est soit le guillemet simple ou le guillemet double. On verra pourquoi utiliser un ou l'autre. Mais là, je vais me servir du guillemet simple. Et en utilisant le guillemet simple, ce que je viens de dire, c'est que tout ce qui est à l'intérieur de ce délimiteur-là, le guillemet, c'est une chaîne de caractères. Ça sera traité comme du texte, donc j'aurai toutes les fonctions de manipulation reliées au texte. Je pourrais mettre tout ça en majuscule, tout uppercase si ma mémoire est bonne. Je pourrais le mettre en minuscule. Je pourrais l'additionner avec la concaténation comme on va le montrer tantôt. Mais là, je fais juste l'afficher pour l'instant. Et je vois bel et bien bonjour groupe. Je vais faire console.log bonjour groupe. Et même chose ici. OK, donc on a fait les exemples avec les console.log. Là, on va se servir des variables. Et je vais dire var, le nom de l'item, c'est un manteau. Là encore, on lit de droite à gauche parce que c'est une assignation. J'ai une chaîne de caractères. Je sais que cette donnée-là ici, elle est de type chaîne de caractères parce que je l'ai délimitée avec des guillemets doubles dans ce cas-ci, mais ça aurait pu être simple. J'assigne à une variable non-item. Et étant donné que je n'avais pas encore créé l'espace dans la mémoire, je dois définir l'espace avec le mot-clé var. Donc, c'est une nouvelle variable. Donnez-moi une seconde, je prends une gorgée d'eau, je reviens. Fait, continuons. Qu'est-ce que je peux faire avec cette chaîne de caractères-là? Je peux l'afficher, ça c'est bien beau. Je peux l'additionner. OK, pour rendre ça plus intéressant, en fait, pour prendre quelque chose de plus similaire à ce qu'on avait sur North Face, je vais prendre la couleur du produit. Couleur du produit, je vais dire noir. Et là, ici, si vous vous souvenez, il y avait une partie statique et une partie variable. Je vais dire, je veux afficher, mais là, je vais l'afficher dans la console, mais en fait, je voudrais l'afficher dans ma page web. C'est juste qu'on n'a pas vu comment faire encore. Je vais afficher sélection de couleur. Et là, afficher noir. OK, ça fonctionne. Tout ça, c'est statique pour l'instant. Ça fonctionne. On le voit ici.
Mais comment est-ce que je pourrais faire pour rendre ceci dynamique? Comme ça, quand l'utilisateur va cliquer sur une des passées de couleurs, mon résultat final va changer en fonction de la partie qui est variable. Bon, j'ai introduit la concaténation. C'est quoi la concaténation? C'est l'addition de plusieurs morceaux de texte. C'est simple. En JavaScript, c'est fait avec le plus. J'additionne des chaînes de caractères. En PHP, c'est fait avec un autre symbole. On en reparlera au cours 9. J'additionne quoi? J'additionne ici une variable. Mais je pourrais additionner autre chose. Je pourrais additionner un autre morceau de texte que j'avais mis ailleurs, mais qui serait sûrement dans une variable aussi. Mais il y a plein d'autres choses que je peux additionner. Je pourrais même additionner un nombre. Et le nombre serait automatiquement ce qui s'appelle transtypé. Il deviendrait une chaîne de caractères également pour être concaténé. Mais ça, c'est un peu plus avancé. Alors là, je vais dire, je veux ma partie statique et j'additionne une partie dynamique qui est couleur. Et pourquoi est-ce que ça fonctionne? On revient à notre question que j'ai dit qu'il est important de se poser. C'est quoi mon type de données ici? Mon type de données, c'est une chaîne de caractères. Alors, je peux additionner des chaînes de caractères ensemble, que ces chaînes-là soient statiques ou variables, dynamiques. Je pourrais dire plus couleur, plus, moi je sais pas, plus un autre morceau qui est, je sais pas quoi là, ABC. Je sauvegarde, je rafraîchis et on voit le résultat. Maintenant, juste pour qu'on se pratique un petit peu, pour qu'on réfléchisse à qu'est-ce qu'on peut faire avec des variables, plutôt que d'afficher le résultat directement dans le console.log, je pourrais avoir ici, je sais pas moi, une variable qui s'appelle information couleur. Et je prendrais cette concaténation-là et je viendrais assigner le résultat à ma variable. Alors, j'ai copié-collé ce morceau-là, mettre un point-virgule. Et information couleur, c'est une nouvelle variable créée ici, à laquelle j'assigne le résultat de ma concaténation. Je vais maintenant afficher dans la console le contenu de ma variable et on devrait avoir la même chose. C'est bel et bien le cas. OK, je fais un petit résumé de ce qu'on a fait jusqu'à date. On a dit que les chaînes de caractères sont explicitement définies avec des guillemets simples ou guillemets doubles. C'est la manière d'indiquer que c'est une chaîne de caractères. Sinon, on ne peut pas le savoir magiquement. Il faut l'indiquer. On peut assigner une chaîne de caractères à une variable de la même manière qu'on a assigné un nombre ou une valeur booléenne. Ça prend le signe d'assignation, qui est l'égal, le nom de la variable et le mot-clé var si on définit à cet instant-là l'espace dans la mémoire. On peut concaténer des morceaux de texte ensemble, qu'ils soient statiques ou variables, et le résultat d'une concaténation sera une donnée de type chaîne de caractères. Tout comme l'addition mathématique donne une valeur numérique, l'addition de chaînes de caractères donne une chaîne de caractères. Et ce que j'ai mentionné rapidement, mais que là je peux vous dire, c'est que si vous additionnez des chaînes de caractères avec des valeurs numériques, le résultat sera une chaîne de caractères parce que la valeur numérique sera ce qui s'appelle transtypée, elle sera convertie en chaîne de caractères au moment de la concaténation. Ce qui est très très pratique quand on veut faire quelque chose comme, je vais le mettre en commentaire, le prix plus un signe de dollar. Okay? C'est une valeur numérique à laquelle on additionne un signe de dollar pour l'affichage. Ça nous permet de garder la valeur numérique en format numérique, mais d'avoir un affichage formaté en chaîne de caractères. OK, continuons. Pourquoi est-ce que je prendrais les guillemets doubles parfois et les guillemets simples d'autres fois? La réponse rapide à ça, c'est que si on a besoin du guillemet simple à l'intérieur de notre chaîne de caractères, on va prendre le guillemet double pour délimiter notre chaîne de caractères. À l'inverse, si on a besoin du guillemet double à l'intérieur de la chaîne, on va prendre le guillemet simple pour délimiter la chaîne de caractères. Je vous donne un exemple. Je vais dire ma phrase. Je vais assigner la valeur « j'ai faim ». Et là, on a dit que ça prend des guillemets pour indiquer que c'est une chaîne de caractères, mais j'ai déjà un guillemet simple à l'intérieur. Alors, si j'essayais de mettre des guillemets simples autour, ça causerait une erreur parce que JavaScript penserait que ceci est la fin de ma chaîne de caractères, alors qu'en réalité, la fin est ici. Je peux me servir des guillemets doubles, comme j'ai dit, et là, ça fonctionne.
Et le guillemet simple à l'intérieur n'est plus traité comme un délimiteur, il est juste traité de manière littérale. Alors, je me sers des guillemets doubles parce que j'ai un guillemet simple à l'intérieur. Console.log de ma phrase. Sauvegarder, ça fonctionne. Maintenant, je vais dire ma phrase 2. J'ai besoin d'un guillemet double. Elle a dit, bravo. Bon, mes guillemets doubles ici, je veux qu'ils soient à l'intérieur de mon texte. Je ne veux pas que ça soit des délimiteurs de texte, je veux que ça soit dans mon texte. Alors, je vais me servir des guillemets simples pour délimiter ma chaîne de caractères, si bien que les guillemets doubles seront traités de manière littérale. Console.log de ma phrase 2. Sauvegarde, ça fonctionne, mais vous pouvez faire le test si vous le souhaitez. Vous n'auriez pas pu délimiter ici avec des guillemets doubles. Ça ne fonctionne pas. Maintenant, question ultime, qu'est-ce qui se passe si j'ai ma phrase 3 est égale à elle a dit j'ai faim. Là, vous avez des guillemets doubles ici et ici et un guillemet simple ici. Ce qui fait en sorte que vous ne pouvez ni utiliser le guillemet double ni le guillemet simple. Et là, pardon, il y a plusieurs réponses à ça. On pourrait utiliser ce qui s'appelle le tick, mais on n'en parlera pas pour le cours. On va plutôt introduire l'idée de l'échappement. Je vais mettre des guillemets simples autour de la chaîne de caractères que je veux délimiter. Mais quand j'arrive, donne-moi un petit instant, quand j'arrive au guillemet simple ici, ça cause une erreur. Ce que je vais faire, je vais échapper le prochain caractère. Échapper, c'est un terme technique qui sonne compliqué, qui veut juste dire traiter le prochain caractère de manière littérale. Plutôt que de l'interpréter comme étant un symbole délimiteur, fait juste partie de la chaîne de caractères. Et pour échapper le caractère suivant, on utilise la barre oblique inversée. Et là, vous voyez que Sublime est gentil, met ça en mauve pour m'indiquer que l'échappement fonctionne. Je mets le point virgule, console.log, ma phrase 3, sauvegarde, je rafraîchis, elle a dit, j'ai faim, je vois les guillemets doubles et je vois le guillemet simple. Petite mention, ça je ne vais même pas le démontrer, mais vous pouvez l'essayer si vous le souhaitez. Lorsque vous débutez une chaîne de caractères avec un délimiteur d'un certain type, soit double, soit simple, qui est guillemet simple ou double, vous devez terminer avec le même type de délimiteur. Donc ici, j'ai débuté avec un double, je dois finir avec un double. Vous ne pouvez pas débuter avec un double et finir avec un simple ou l'inverse. Par contre, quand vous allez faire de la concaténation, il n'y a absolument rien qui vous empêche d'avoir une première chaîne de caractères définie entièrement avec des délimiteurs doubles et la prochaine chaîne de caractères, ici couleur, pourrait avoir été définie avec des simples. La concaténation, ça n'a aucune importance. C'est vraiment chaque chaîne de caractères individuelle doit être définie avec un seul type de délimiteur. OK. Je pense qu'on a fait un bon bout, là. Je vais aller voir ici description, voir qu'est-ce qu'on aurait pu oublier. On a défini une chaîne de caractères, on l'a assigné à une variable, les guillemets doubles, les guillemets simples, un mélange de guillemets. Si on a un des types de guillemets à l'intérieur, on a parlé de l'échappement, on a parlé de la concaténation. Ça fait le tour pour ce qu'on a à voir ici là, pour 2.2.3, mais sachez qu'il y a plein d'autres manipulations qu'on peut faire sur des chaînes de caractères. Et même que je dirais, là, petite parenthèse à part, il y a beaucoup d'entrevues techniques où on va vous demander de manipuler des chaînes de caractères, voir votre confort avec ce type de données-là. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est partout dans des applications web. Vous pouvez avoir à tronquer une chaîne de caractères. Exemple, sur Twitter, il y a 140 caractères maximum. Peut-être qu'on voudrait mettre un mécanisme en place pour tronquer n'importe quelle chaîne de caractères qui serait plus longue. Comment je fais pour faire ce traitement-là? Bon, il y aurait des méthodes, des fonctions, dépendamment du langage que vous utilisez. OK, ça fait le tour pour 2.2.3. On va passer à la dernière sous-section de 2.2, où on va parler du quatrième type de données, qui est le tableau. Et là, depuis tantôt, je vous dis que c'est un nouveau type de données, et c'est vrai. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans un tableau, chaque élément a également un type. Et en général, tous les éléments auront le même type. Si j'ai un tableau de prix, chacun des prix sera un nombre. Si j'ai un tableau des prénoms,
Bon, mais chacun des prénoms sera une chaîne de caractères. Alors, le tableau est un type, plutôt une structure de données, et chacun des éléments a également son type. Je viens ici, on va démontrer les tableaux. Index.html, app.js. Je mets en place le template de base. Démo 2.2.4. Les tableaux. Mettre le meta tag. Un lien vers app.js. Mettre juste un petit console.log. Sauvegarder. On va charger index.html. Fermer ceci. OK. J'ai bien ASDF, c'est beau, c'est ce que j'avais écrit ici. Parlons des tableaux. Quatrième type de données. Tantôt, on a donné l'exemple des tailles, okay, pour le produit North Face. On pourrait avoir plusieurs tailles, on pourrait avoir plusieurs couleurs. Le tableau, qu'on appelle aussi la liste dans le cadre du cours, c'est une structure qui nous permet de regrouper des éléments de même nature. Et là, même nature, c'est normal si ça ne vous parle pas pour l'instant, mais nature n'est pas un synonyme de type. Okay, nature, c'est même plus spécifique que ça. Je voudrais regrouper sous un tableau, exemple, tous les prix de mes produits. Je voudrais regrouper tous les matricules des étudiants dans la classe. Je voudrais regrouper toutes les adresses d'un client, toutes les cartes de crédit d'un client. Alors, chaque tableau nous permettrait de regrouper des éléments de même nature. Et étant donné qu'ils sont de même nature, ils seront automatiquement de même type. Okay? Mais ce n'est pas une contrainte qui est imposée par JavaScript, c'est plutôt une contrainte de l'utilisation, de l'objectif d'un tableau. D'un point de vue syntaxique, on va définir un tableau avec des crochets carrés. Et là, vous aurez peut-être à chercher sur votre clavier. Dans mon cas, c'est Alt 9 et Alt 0, mais il y en a pour qui ça peut être autre chose. Okay? Les crochets sont au tableau ce que les guillemets simples sont à la chaîne de caractères. C'est-à-dire qu'on débute le tableau avec un crochet carré et on termine le tableau avec un crochet carré dans le sens inverse. Maintenant, je vais me servir d'une variable, je vais dire, c'est une liste de prix ou une liste de produits. Je vais assigner à ma variable une certaine valeur et ça sera un tableau. Alors, je démarre mon tableau avec un crochet carré, je le termine avec un crochet carré dans le sens inverse. Et comme j'ai dit tantôt, chacun des éléments à l'intérieur de ma liste, de mon tableau, aura un type qui sera identique parce qu'ils sont de même nature de toute façon. Ce sera quoi mes produits? Je vais dire un t-shirt, une paire de jeans, une casquette et un manteau. C'est ça que je vends, manteau. C'est ça que je vends dans ma boutique en ligne. Et bien évidemment, ça sera plus compliqué que ça dans la vraie vie, là, mais on présente le tableau. Ce qu'on voit, on a débuté le tableau ici, on l'a terminé ici. Chacun des éléments a été séparé par une virgule et il n'y a pas de point-virgule à la fin de ces lignes-là. Okay? Par contre, il y a un point-virgule à la fin de la définition du tableau. Il n'y en avait pas ici non plus. Chaque élément, posez-vous la question, de quel type est chacun de mes éléments? La réponse est claire quand on comprend le mécanisme de définition des chaînes de caractères. Ce sont des chaînes de caractères parce qu'on les a définies avec des guillemets doubles. On aurait pu utiliser les guillemets simples. J'ai combien d'éléments dans mon tableau? J'en ai 4. 1, 2, 3 et 4. Parfait. Je vais faire un console.log avant toute chose. Et je vais dire que je veux afficher dans ma console ma liste de produits. Regardons qu'est-ce que ma console va me dire. Je vais voir ici 4 éléments, c'est entre les parenthèses. Voici mes 4 éléments et je peux même cliquer sur le petit chevron pour voir le détail. J'ai 4 éléments, mais bizarrement, mon index débute à 0. Et c'est une raison pour laquelle les index débutent à 0. C'est en fonction des adresses mémoire et comment ceci est calculé pour trouver la prochaine adresse mémoire. Ça sort complètement du cadre du cours. Tout ce qu'il faut savoir, c'est que les index d'un tableau ou l'index d'un tableau débute à 0. Le premier élément de mon tableau sera toujours à l'index 0. Et on verra comment se servir
des index pour accéder aux éléments dans un instant. Je reviens ici à mon tableau. Je vais dire définition de mon tableau. Et là, on est vraiment en mesure de comprendre chacun des détails, chacune des subtilités de ce qu'on vient de faire. On définit un nouvel espace dans la mémoire pour contenir une variable. On ne sait pas à l'avance c'est quoi, mais ce qui est à droite, c'est ce qui sera assigné à la variable. Et ce qu'on assigne, c'est un tableau, parce qu'on débute avec un crochet carré, on termine avec un crochet carré. On a 4 éléments qui sont séparés par des virgules, et chacun des éléments est une chaîne de caractères. Parfait. Parlons maintenant de l'accès aux éléments individuels. Pour accéder aux éléments individuels, on va servir de l'index qui débute à 0, alors 0, 1, 2 ou 3, et des crochets carrés. Je vais dire console.log, je me sers du nom de mon tableau qui est liste produit, je me sers des crochets carrés et je donne une valeur numérique à l'intérieur de mes crochets carrés. Et là, c'est important de comprendre que cette valeur-là peut prendre différentes formes, si je peux dire. Soit une valeur écrite à la main ou soit une variable. Je pourrais avoir index. La condition, c'est que la variable que je mettrai à l'intérieur de mes crochets doit être de type numérique. Donc, je devrais avoir défini à l'avance, je ne sais pas, un index quelconque numérique. Oups, pardon, j'ai accroché quelque chose. On va juste supprimer ceci. Mais c'est un premier exemple, okay, où si vous vous posez les questions, OK, c'est quoi mon type de données à cet endroit-là? Est-ce que ma variable correspond à ce type de données-là? Comment je pourrais l'utiliser à l'intérieur? Si vous vous posez ces questions-là, ça va vous aider grandement à écrire des programmes informatiques. Alors, le nom de mon tableau, et je spécifie l'index entre les crochets carrés. L'index 2 sera en fait le troisième élément, tout simplement parce que les index commencent à 0. 0, je vais le mettre en commentaire, 0, oups, 1, 2 et 3. Ici, dans la console, je devrais donc voir casquette. Je rafraîchis et je vois bel et bien casquette pour la ligne 11. Et là, ça peut sembler un peu une magie, là, mais ce n'est pas de la magie. Je vais tout simplement dire que pour mon tableau, je vais accéder à l'élément qui est en position 2. Ça, c'est la syntaxe. Il n'y a pas de manière autre que de vous dire, bien, voici la syntaxe. Pour accéder à un élément individuel de votre tableau, il faut utiliser les crochets carrés après le nom du tableau et un index numérique, que ça soit écrit hard-codé, la valeur directe, ou que ça soit une variable. Maintenant, pour modifier la valeur d'un des éléments du tableau, je vais utiliser cette même syntaxe-ci et je vais lui assigner une nouvelle valeur. Je vais dire liste produit, je ne sais pas, de 1, oups, 1. Donc, au lieu d'être jeans, ça va être pantalon. Pantalon. Et gardez en tête ce qu'on a dit tantôt. On lit de droite à gauche quand on fait une assignation. J'ai une chaîne de caractères. Et là, ici, c'est quoi? C'est un produit. Donc, ça a tout à fait sa place dans une liste de produits parce que ça fait partie, c'est la même nature que les autres éléments. Ce produit-là est une chaîne de caractères. Je l'assigne à l'élément à l'index 1 de mon tableau. Et je n'ai pas besoin de dire variable, je n'ai pas besoin d'écrire var avant, parce que l'espace mémoire, en fait, quand je dis je n'ai pas à l'écrire, c'est plutôt il ne faut pas l'écrire, parce que l'espace mémoire a déjà été défini précédemment. Maintenant, ce que je vais faire, je vais prendre le console.log qui est ici et je vais le mettre après. Donc, je vais afficher ma liste de produits après avoir modifié ce qui est à l'index 1, après avoir assigné une nouvelle valeur. Et qu'est-ce qu'on a? On a t-shirt, pantalon, casquette, t-shirt, pantalon au lieu de jeans, casquette et manteau. OK, ça a fonctionné, on voit bel et bien pantalon. Tantôt, OK, je vous ai montré une technique en 2.2.2 qui était de faire quelque chose comme prix, je lui assigne sa valeur actuelle plus 10. Je vous ai montré ceci, et là, ça pouvait causer des maux de tête parce qu'on disait comment est-ce que ça peut être égal? En réalité, ce n'est pas une comparaison d'égalité, c'est une assignation dans un espace mémoire. On peut faire la même chose avec des éléments de tableau. Alors, si j'avais des quantités de billets achetés,
je pourrais faire le même type de syntaxe en ayant l'élément à l'index 2 plus un billet acheté est égal à l'élément à l'index 1. Essayez-le, je ne vais pas le faire. C'est possible qu'il y ait un DTP qui utilise ce type de formulation-là. Alors, je laisse à essayer pour vous. OK, on continue. Quelque chose qu'on va souvent vouloir faire avec un tableau, c'est ajouter un élément après la définition initiale du tableau. C'est sûr que je pourrais tout simplement venir ajouter un nouvel élément ici. OK, j'ai enlevé ceci. Mais on verra, rendu au cours 7 et au cours 8, que parfois on ne sait pas à l'avance quels éléments feront partie de notre tableau. Je vous donne un exemple. On débute avec un tableau initial et là, l'élément ajoute des items à son panier. Okay, les éléments qui ajoutent au panier, on ne les connaissait pas au moment de définir le tableau initial. Alors, il faut un mécanisme, il faut une action qui nous permette d'ajouter des éléments après la définition du tableau. Je vais vous montrer cette syntaxe-là. C'est la syntaxe qui utilise, ça s'appelle une méthode là, pour être précis, mais on peut dire une action pour simplifier. Le point push. J'ajoute à mon tableau une nouvelle valeur et je dois respecter l'idée de même nature. Et on pourrait dire ici, moi je ne sais pas, un veston. Donc j'ai ajouté un nouvel item et là je vais faire un console.log après. Voyons voir qu'est-ce qu'on a. Je rafraîchis. Ici j'avais 4 éléments qui se terminaient par manteau et là j'ai 5 éléments qui se terminent par veston. OK, ça c'est beau. Ça fonctionne. J'ai réussi à ajouter un élément à mon tableau après sa définition. Très bien. Une autre, je ne dirais pas une opération, mais une information qu'on voudrait avoir sur les tableaux, c'est la quantité d'éléments dans le tableau. Exemple, vous êtes sur North Face, vous ajoutez plusieurs items à votre panier de manière automatisée, sans le savoir à l'avance. Le site web va vous dire, vous avez 4 items dans votre panier, vous avez 8 items dans votre panier. Okay, il y a une propriété disponible sur les tableaux, étant donné que ma variable ici est de type tableau, ça va fonctionner, c'est la propriété .length. Alors, si je dis console.log, j'utilise le nom de ma variable, mais en fait, cette variable-là, qu'est-ce qu'elle contient? Elle contient une donnée de type tableau. ListProduit.length. Length pour la longueur, la quantité d'éléments. Je devrais voir 5. Ici, j'ai débuté avec 4 éléments, mais j'en ai ajouté un 5e. Alors ici, pour la ligne 19, quand j'utilise une propriété .length disponible sur n'importe quelle donnée de type tableau, je suis en mesure de savoir la quantité d'éléments, et là, je devrais voir 5. Je vois bel et bien 5, et c'est exactement ce qu'on voit dans les parenthèses là, avant les détails du tableau quand on fait un console.log sur le tableau en entier. .length. Je pense qu'il me reste une ou deux petites choses à vous dire sur les tableaux, et là, finalement, ça va être l'exercice global. C'est une capsule qui est quand même très longue, j'en suis consciente, mais comme je disais tantôt, c'est selon moi le matériel quasiment le plus important parce qu'il est fondamental à tout le bloc 2 et il est transférable à 100%, 99% pour le bloc 3 également, PHP, tout ce qui est back-end. Alors, si vous comprenez bien les variables et les types de données, ça va vous aider grandement. Dernière chose à vous montrer ici, juste du moins avant de valider, c'est l'action .include, qui est disponible sur tous les tableaux. Et ma variable listProduit contient une donnée de type tableau. Comment est-ce qu'on peut s'en servir? Okay, à quoi ça sert? L'action .include nous permet de tester si une certaine valeur est un élément du tableau. Okay, à quoi ça peut servir? Si je veux savoir, titre d'exemple, si le client a acheté un manteau ou est-ce qu'il a acheté un veston, je pourrais tester, là, bon, c'est une liste de produits, mais ça pourrait être une liste dans le panier d'achat. Je pourrais tester avec .include. Est-ce que ma liste de produits contient, est-ce qu'elle inclut une certaine valeur? Là, ma valeur, ça pourrait être chapeau. Alors, je répète. Est-ce que ma liste produits, qui est un tableau, contient .include une certaine valeur? Et là, je dois m'assurer que ça a une valeur qui a de l'allure. C'est un chapeau, c'est un produit, c'est une chaîne de caractères, donc c'est probable. Peut-être que ça fait partie, mais on ne le sait pas à l'avance.
Okay? La réponse est non, ça ne fait pas partie. On n'a pas mis de chapeau ici et on ne l'a pas non plus ajouté avec le point push. Alors en théorie, ma liste de produits ne contient pas de chapeau, mais on fait un test. Et là ici, c'est une belle manière de ramener l'idée de booléen. Quand on fait un test avec includes, le résultat de cette expression-ci sera une valeur booléenne. Soit la liste inclura l'élément, chapeau dans ce cas-ci, soit elle ne l'inclura pas. Ça va être vrai ou faux. Alors, le résultat d'un test avec includes, et là c'est un test, là, mais ce n'est pas une condition au sens algorithmique, c'est vraiment une chose différente. La condition, c'est juste une expression ici. Ça sera un booléen. Je vais stocker le résultat du include dans une variable qui est inclus. Je donne ce nom-là, mais vous pourriez trouver autre chose. Alors, je définis un espace mémoire avec var qui porte le nom de est inclus et j'assigne le résultat de cette expression-ci. Et l'expression, je fais un test, est-ce que ma liste de produits contient un élément qui s'appelle chapeau? Je vais afficher dans la console ma valeur, ma variable est inclus, et je devrais voir soit true, soit false. Mais là, ici, je devrais voir false parce que je n'ai pas de chapeau dans ma liste produit. Je fais un test. 5, false, okay, pour la ligne 22. Si par contre, j'avais posé la question, est-ce que ma liste de produits inclut une casquette? Sauvegarde. Voyons voir ce qu'on a pour la ligne 22. Je rafraîchis, on a true. 22. Alors, je résume ici, là, includes est une action okay, qui nous permet de tester si un tableau contient un élément qu'on va spécifier. Et devinez quoi? Okay, tout comme tantôt pour l'index, j'aurais pu utiliser une variable de type numérique parce que les types auraient correspondu. Ici, plutôt que d'utiliser une chaîne de caractères définie manuellement, statique, okay, hard-codée comme on dit en anglais, j'aurais très bien pu avoir une variable de type chaîne de caractères, dire mon produit à tester est égal à une casquette. Et là, je viens tester si ma liste de produits contient cette chaîne de caractères-là, mais la chaîne de caractères est à l'intérieur d'une variable. Et j'aurai encore true. Si je mets autre chose, ABC, j'aurai false. Et si je mets t-shirt, j'aurai vrai. OK, alors, je pense que ça fait le tour. On va aller voir la description. Comment définir un tableau? On a vu les crochets carrés, les virgules, les différents éléments formant le tableau. Ça se peut que vous ayez vu la méthode où vous écrivez array, comme ça, new array. On ne l'utilisera pas dans le cadre du cours. On va prendre la méthode des crochets carrés. Pour utiliser ou accéder à un élément, on a vu comment faire. Ça prend des crochets carrés et un index numérique. Okay? Peu importe que cet index numérique-là soit écrit de manière statique ou avec une variable. Comment modifier un élément, on l'a vu. On va juste assigner une nouvelle valeur en utilisant l'index. Point push, point length. On a parlé de point includes. Et ici, là, c'est une généralisation. Mais quand on fait point quelque chose pour prendre une action, ça s'appelle une méthode. Okay? Sinon, ça s'appelle une propriété. Là, comme point length, c'est une propriété. Mais ça, c'est des termes techniques. Ce n'est pas si important pour le cours. Ça fait le tour de ce qu'on avait à dire pour les tableaux. Il y avait beaucoup de matériel dans tout ce qu'on a vu là, en 2.2. Ça va être le temps de faire un exercice global, mais gardez en tête que votre compréhension va se clarifier au fur et à mesure qu'on va avancer dans le bloc 2. C'est normal si ce n'est pas tout clair. Et c'est normal aussi si vous pensez que c'est clair, mais que ça devient difficile en faisant un exercice. Et posez-vous toujours la question, okay, cette variable-là ou ce morceau-là de mon code, je travaille avec quel type de données? Est-ce que c'est une chaîne de caractères, un nombre, un booléen ou un tableau? Posez-vous ces questions-là, ça va vous aider. On vient au diapo. Vous avez des fiches résumées, vous pouvez les lire avant l'exercice ou juste les consulter après. Il n'y a rien que je n'ai pas déjà dit dans le code, alors je ne vais pas tout lire ceci. Assignation de variables, chaîne de caractères, les tableaux.
les méthodes et propriétés push, .length. ToString, on ne l'utilisera pas pour le cours. Le .includes pour tester, ça nous donne une valeur booléenne. Okay. Assurez-vous que les valeurs booléennes, vous les comprenez bien aussi, ça va vous aider pour plein d'autres choses. Et c'est maintenant le temps de faire l'exercice global 2.2. Ça va faire une méga capsule. Je verrai si je la divise plus tard. Là, ça se peut que je sépare chacune des sous-sections parce que ça n'a pas de sens. Je verrai ce que j'en fais. Mais là, faites l'exercice. J'appuie sur pause. On se revoit pour la solution. Okay, donc, à tout de suite. Parfait. Alors, allons-y. J'ai créé déjà index.html. J'ai mis le template de base, un titre, méta. J'ai lié mon fichier app.js. J'ai mis un petit test. Charger le fichier dans le navigateur, mon test a fonctionné, alors je sais que je suis à la bonne place. Je vais supprimer la ligne de test. Allons-y, point 1 c'est fait, point 2 c'est fait, on a créé le fichier JavaScript, on l'a lié. Dans le fichier JavaScript, okay, là ça dit faites l'exercice parce qu'on va s'en servir par la suite, là, mais c'est juste logique. On va se servir des codes de pays. Je vais venir le coller ici. Descendre pour s'inspirer. OK. On va définir une variable qu'on appelle pays d'expédition. C'est quoi le type? C'est une chaîne de caractères et ça va être un pays d'expédition. Donc, où on veut envoyer un colis. On pourrait l'envoyer en France, on pourrait l'envoyer en Andorre, on pourrait l'envoyer en, je sais pas moi, en Australie, on pourrait l'envoyer en Russie. Bon, mais ça, c'est le pays expédition, où on l'envoie. Ce que je vais faire pour vous aider, je vais copier-coller chacune des sous-étapes. Var pays expédition, je crée un nouvel espace dans la mémoire que je nomme pays expédition et je donne une valeur. Donc, j'assigne une valeur qui est une chaîne de caractères. Ça me prend les délimiteurs, soit guillemets simples, soit guillemets doubles. Et là, je vais utiliser une valeur ici. Prenons un au hasard, l'Honduras, pardon. Honduras. Coller ici. Ça, c'est fait. Définissez la variable pays livraison incluse. Ça, là, ce sont les pays pour lesquels la livraison est gratuite, est incluse. Et tantôt, on va comparer, on va dire, est-ce que le pays où je veux envoyer mon article, est-ce qu'il fait partie ou non de ce tableau-là de pays livraison incluse? On y arrivera tantôt avec les conditions, mais pour l'instant, on fait juste définir la variable. OK, alors je vais copier la consigne ici. Oups, pardon. La consigne ici, la mettre en commentaire, et je vais dire var, pays livraison incluse, est égal, et là c'est un tableau, alors j'ai besoin des crochets carrés, chacun des éléments sera une chaîne de caractères, et on va encore une fois s'inspirer, on va y aller ici, la Colombie, allons-y ici, le Gabon, et prenons-en un troisième, Maldives, oups, chaîne de caractères, donc ça nous prend des guillemets simples ou doubles. Là, j'ai mis des guillemets doubles. On a défini notre tableau qui représente les pays pour lesquels la livraison est incluse. Ça, c'est fait. On va faire un console.log, on risque d'en faire un dans un instant. Okay, on a choisi quelques pays. Maintenant, on va définir une variable qui contient un nombre, une valeur de type numérique, et on va dire que le tarif, lorsque la livraison n'est pas incluse, donc lorsque le pays d'expédition ne fait pas partie des pays pour lesquels la livraison est incluse, c'est exemple 25. Je vais juste copier la ligne ici, copier, coller, mettre en commentaire var tarif livraison non inclus. Je vais assigner une valeur numérique, exemple 25. C'est correct si vous avez mis autre chose, à condition que vous n'avez pas défini la valeur comme une chaîne de caractères. Et ça ne serait pas correct parce qu'on n'aurait plus de valeur numérique, on aurait une chaîne de caractères. Ce qui va rendre impossible la manipulation avec des opérations mathématiques plus tard. Alors 25, ça c'est beau. 6. Écrivez le contenu de chacune des variables dans la console grâce à 3 commandes console.log. OK, ça c'est beau. On va faire ça. Oups, juste coller ici. Copier. Coller. Hop. Je vais activer quelque chose qui s'appelle le word wrap. Peut-être qu'on ne l'avait jamais fait jusqu'à date. Console.log. Je pourrais dire le pays
d'expédition est, deux points, et concaténer, on a vu la concaténation tantôt, le pays d'expédition. Ça marche. Okay, tout est beau ici. Le pays d'expédition est Honduras. Maintenant, pardon, il y a un petit truc avec le console.log et qui est spécifique au console.log qui nous permet d'éviter la concaténation. Et ce petit truc-là, c'est de séparer tout ce qu'on veut afficher avec une virgule. Si je sépare avec une virgule, console.log va être assez intelligent, assez gentil pour mettre les éléments. Et je n'aurai pas besoin de l'espace ici parce que le virgule avec un console.log ajoute automatiquement un espace entre chacun des éléments. Mais pratiquez-vous quand même avec la concaténation, okay? Parce que sinon, si vous faites toujours des console.log avec des virgules, quand vous allez avoir vraiment besoin de la concaténation au cours 7 et 8, parce qu'on va sortir de la console, on va travailler avec la page web, le truc de la virgule ne fonctionnera plus. Pratiquez-vous parce que sinon vous allez être pris de court. Mais là, on peut se servir de la virgule comme petite technique substitut à la concaténation. Console.log. Les pays pour lesquels la livraison est incluse sont, deux points. Et là, je vais simplement utiliser le nom du tableau. C'est correct si vous avez fait .toString. Je pense que je l'avais enlevé là, de la description. Ouais, je l'avais enlevé de la description. Parfait. Sauvegarder, rafraîchir. Les pays pour lesquels la livraison est incluse sont blablabla. C'est beau. Et finalement, console.log, le tarif de livraison pour les autres pays est, virgule, tarif de livraison non incluse. Le tarif de livraison pour les autres pays est 25. Et là, si je voulais faire du bon travail, je pourrais concaténer ou ajouter $. Mais là, si je l'ajoute avec la virgule, ça va mettre un espace parce que, comme on l'a spécifié tantôt, si on met plusieurs éléments dans le console.log, il y a un espace qui est ajouté automatiquement pour nous. Ce que je pourrais faire, c'est additionner ces morceaux-là ensemble. Et là, j'aurais 25 $. Et ce qu'on a dit tantôt, c'est que si on concatène, je ne sais pas si c'est un vrai terme, mais si on fait la concaténation entre un nombre et une chaîne de caractères, ou entre un nombre et plusieurs chaînes de caractères, le résultat final sera une chaîne de caractères. Automatiquement, le nombre va être converti en chaîne de caractères pour que l'opération réussisse. Ça, c'est beau. Ça, c'est fait. 7. Hop. Okay. Oh, en fait, je veux ici. Donc, on a affiché le tableau qu'on l'a fait ici déjà. Okay. Ajouter un nouveau pays avec .push et regarder le nouveau contenu dans la console. Alors, on se sert du nom du tableau, pays livraison incluse. On ajoute un nouvel élément qui sera une chaîne de caractères représentant un code pays. Il y aura un nouveau pays pour lequel c'est gratuit. Je vais prendre la Turquie. Parfait. Et on fait un console.log. Plutôt que de mettre une phrase avec le contexte, on va directement afficher le tableau. Et si on fait ça, okay, sans contexte, ça nous permet d'inspecter le tableau. En fait, c'est pas vrai, on peut le faire ici aussi. Okay. Bon. On peut voir le contenu du tableau, les index. Et là, vous voyez qu'il y a un bug dans Chrome. Faites très attention avec ça. Si on garde le tableau, on dit collapse, qui est fermé, on voit qu'il y a 3 éléments ici. Voici les valeurs. Et ici, il y a 4 éléments parce qu'on vient d'ajouter la Turquie. Par contre, quand on clique sur le chevron, cet affichage-là est malheureusement erroné parce qu'ils font une resynchronisation. Je ne connais pas le détail du fonctionnement du navigateur, mais c'est mis à jour alors que ça ne devrait pas. La vraie valeur est ici. Et ici, on a les 4 éléments. Je reviens à la description. Donner un contexte. Ça, c'est fait, ça, c'est fait, ça, c'est fait. Ça fait le tour d'exercice. Tantôt, on va se servir de ce qu'on a construit ici pour 2.3. Alors, assurez-vous d'avoir bien compris là, toute la matière de 2.2. Et je le dis une dernière fois, mais cette matière-là est fondamentale pour tout le bloc 2 et je dirais transférable pour le bloc 3 parce qu'on va la revoir en PHP, mais ce sont les mêmes concepts. Alors, c'est du temps bien investi de comprendre dès maintenant tout ce qui se passe. Alors voilà, c'était une longue capsule. Peut-être que je l'aurais divisé par le temps au moment de votre écoute.
Mais peu importe, merci d'avoir pris le temps de tout écouter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire, ça va me faire plaisir. Et on va se revoir dans la capsule 2.3. Merci, à plus tard.